FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons. Veille de finale pour Metz Handball, les Dragons visent la Coupe de France après le championnat, mais les Parisiennes de Méline Nocandi ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. Nous évoquerons évidemment aussi la Ligue des Champions et le titre, le 3e d'affilée de Vipers avec une Catherine Lunde tout simplement stratosphérique. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et voici le casting du jour. À commencer, il est tout seul, mais il est bien là, c'est Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut mon Rémi. Salut à tous. La forme? Ouais, veille de finale, c'est bien, un petit trophée sympa à aller chercher, donc tout va bien. On va l'évoquer dans quelques secondes. En face, Mathieu Anquinet et Thomas Lavaux. Salut les gars. Salut Arnaud, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors vous le voyez, nous avions évoqué la présence de Thierry Weisman sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas là. On l'espère pour la semaine prochaine. L'agenda de Monsieur Weisman, normalement, est pris avec nous. En tout cas, on croise les doigts. Mais on devrait avoir dans quelques minutes, on l'espère, Emmanuel Mayonade, l'entraîneur messin depuis Paris. Mais on va évoquer cette Ligue des Champions et ce Final Four. Donc, même si ça va nous faire forcément un peu de mal, c'est la première mi-temps. Et donc, comme je disais, Vipers qui réalise le triplé inédit, c'est tout simplement incroyable. Victoire facile en finale 28-24 face à FTC. Vipers qui avait dominé en demi-finale Győr 37-35 pendant que FTC battait Esbjerg 30-29 avec un but au buzzer de Bolk. Vipers, comme je disais, qui s'impose 3 fois Rémi avec cette fois-ci 2 victoires contre les clubs hongrois qui évoluent à domicile. Là aussi, c'est juste incroyable. Alors, on rappelle l'armada offensive de cette équipe de Vipers. Il y a la Russe Viakareva, il y a la Suédoise Roberts, il y a la Tchèque Jerabkova. Et il y a surtout Lunde, 16 arrêts en finale. Ouais, éternel Lunde, le symbole de cette équipe. On va arrêter de dire que c'est Győr, l'ogre européen. Oui, c'est clair. Parce que maintenant, on peut quand même dire que Vipers, c'est le meilleur club d'Europe. C'est pas par hasard que tu gagnes 3 fois ce Final Four. Et je trouve que, au-delà de toutes les joueuses magiques que tu as citées, au-delà de Viakareva qui était avant ce conflit malheureux, la meilleure joueuse du monde, moi la joueuse que je trouvais la plus stylée, la plus malicieuse, la meilleure du monde, je pensais pas qu'elle reviendrait à ce niveau-là. L'idée d'aller la chercher et de la relancer a été une idée époustouflante. Elle a été époustouflante sur ce match-là, mais au-delà de tout ça, je trouve qu'il y a une gestion de la saison à Vipers qui est remarquable. À chaque fois, cette équipe n'est peut-être pas la meilleure, alors elle a une belle régularité sur l'ensemble de la saison, mais elle n'est pas la plus impressionnante de la compétition Ligue des Champions, et au Final Four, c'est la meilleure équipe. Voilà. Je trouve qu'il y a une gestion certainement physique, une gestion mentale aussi, qui est remarquable dans ce club-là. À chaque fois, ce club est au rendez-vous du plus grand tournoi du monde, et c'est quelque chose d'incroyable. Alors on rappelle que cette équipe avait terminé en tête de sa poule avant d'étrier le Rapid Bucarest facilement en 2 victoires, alors que l'on pensait peut-être que l'équipe d'Orlan Canor pouvait titiller davantage cette équipe de Vipers. Viakareva, meilleure joueuse de la planète, tu préfères cette joueuse presque à Bruna De Paula? C'est un petit peu dans le même style, même si c'est pas le même poste. Alors, en tout cas, c'est un petit peu tout en vélocité, en appui court. En tout cas, c'est une joueuse qui fait ce que n'a pas fait pour l'instant Bruna De Paula, c'est-à-dire briller dans le match le plus important sur le continent européen, c'est-à-dire au Final Four. Bruna De Paula est une joueuse incroyable qui a mené l'équipe en Ligue des Champions jusqu'en quart de finale, mais pas plus haut cette année. Donc sur cette saison, oui, je préfère avoir une joueuse qui pour le coup est impressionnante jusqu'au dernier match et te fait gagner l'équipe. On tutoie les étoiles, Bruna De Paula, Viakareva, voilà, on est vraiment tout en haut à des degrés vraiment qui diffèrent. Mais bon, j'aurais voulu voir les deux à Metz. Voilà. Effectivement, pas mal. Il y avait une possibilité l'été dernier, mais finalement Viakareva a choisi, et on peut pas dire qu'elle a eu tort, donc cette équipe de Vipers, Christiansand. Thomas, quand on voit FTC en finale, FTC, le bourreau de Metz Handball, est-ce que du coup, la pilule, elle est plus dure à avaler ou est-ce que justement elle est un petit peu moins dure? On se dit que finalement, FTC, c'était peut-être pas si simple, on l'a vu, d'éliminer cette équipe.
Je pense elle est pas devenue moins difficile à avaler. FTC était un peu dans la foulée de son quart de finale retour. On a pu mesurer également à ce moment-là l'ambition, l'attente générée par cette équipe, parce que bon, bah, certes il y avait Győr aussi au Final Four, mais là c'est l'équipe de Budapest qui joue à Budapest. Et donc il y avait une vraie attente. Bah, on le voit là à l'image. C'était pas, voilà, vous aviez au Final Four dans le MVM Dome, vous avez les virages réservés aux supporters des 4 équipes. Et regardez les tribunes latérales, elles sont entièrement vertes. Donc et puis leur demi-finale, elle la remporte, bah voilà, sur le dernier tir au buzzer. Donc tout ça, ça a renforcé encore un peu l'impression que cette équipe était portée par des forces qui n'était pas que sportive. Voilà, elle a surfé cette équipe un petit peu sur son quart de finale. Et puis, pour moi, ça n'a pas atténué l'amertume, parce que même s'il y avait effectivement une fenêtre pour que Metz aille jusqu'en finale, bah derrière, il aurait fallu renverser Vipers. Et on a vu à quel point Vipers était impressionnant, hein, parce que Vipers remporte son quart de finale contre Bucarest, on en parlait, mais même la demi, même la finale, ça s'est pas joué sur le dernier tir, hein. Ça s'est joué bien avant la finale. Peut-être que FTC avait déjà joué un peu sa finale avant de débuter le match. Vipers a tout de suite eu un écart que FTC a jamais vraiment comblé. Mais Vipers, il aurait fallu renverser Vipers, et là, ça aurait pas été facile. C'est vrai qu'FTC a gagné au buzzer, donc il y a sans doute eu beaucoup d'émotions après ce match, et puis il faut enchaîner, donc c'est jamais, hein. c'est jamais simple. En tout cas, c'est vrai que Mason Ball aurait peut-être pu faire 4e, 3e, 2e, ça aurait été la suite logique. Mathieu, avant que l'on reçoive Emmanuel Mayonade, que l'on a depuis Paris, c'est vrai que c'est encore un camouflé, un vrai camouflé pour Győr. C'est vrai que Rémi disait aujourd'hui, la meilleure équipe d'Europe, de la planète, c'est Vipers. Pardon. Le Real Madrid, c'est plus Győr. Pourtant, quand on voit Oftedal, qui a fait une demi-finale incroyable, Anna Gross, Enze Minko, Hansen, on se dit que cette équipe, elle est taillée pour gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, elle ne joue que ça sur la saison, et pourtant, encore une fois, elle échoue. Ouais, moi c'est pas une grande surprise pour moi, parce que cette saison, Győr a pas été au niveau stratosphérique de Győr, et c'est pas seulement sur ce Final Four, ça a été sur toute la saison qu'il y a eu des petits aléas, des moments où ça allait moins bien, etc. T'as cité plusieurs joueuses, il y a Toft, il y a Ryu aussi, mais c'est surtout une équipe qui est un petit peu plus âgée que ce que l'on voit habituellement. J'ai fait la moyenne, 29,3 ans, mais il y a beaucoup de joueuses qui ont plus de 31, 32 ans. Ça va jusqu'à Raphaël Tervel, qui a malgré tout joué un match de Ligue des Champions cette saison à 44 ans. C'est quand même assez exceptionnel quand on est un club qui a tous les moyens du monde de se retrouver à aller chercher l'assistante coach pour venir sur le terrain donner un coup de main. Elle est vraiment rentrée sur le terrain contre le Rapide. On peut se poser des questions sur l'équilibre de cette équipe, alors qu'il y a la possibilité d'acheter, enfin en tout cas de faire venir n'importe qui, et de proposer des salaires à toutes les joueuses performantes, sauf que ça suffit pas. Alors est-ce qu'Ambros Martin n'a plus les bonnes clés, les bons éléments pour réussir à créer du lien entre ces joueuses-là? Il les avait, les clés. 2013, 2014, 2017, 2018, c'est la Ligue des Champions, et c'est incontestable. Et là, depuis son retour en 2021, ça a l'air un petit peu plus compliqué pour lui de trouver les bonnes armes. Il y a eu aussi le petit micmac entre Anne-Mette Hansen, capitaine, avec la venue de Bruna de Paula, où ça s'est pas forcément bien goupillé, une communication dans le club qui est peut-être plus au bon niveau. C'est un ensemble de facteurs pour moi qui font que cette saison, Győr n'était pas au rendez-vous, que ce soit sur toutes les compétitions, puisqu'il y a aussi eu la Coupe de Hongrie qui a été perdue. À voir comment Győr revient de ça, puisque c'est un camouflet. C'est pas une équipe qui s'attend à jouer les seconds rôles. Et aujourd'hui, on l'a dit, Vipers c'est au-dessus. Un camouflé pour Győr, un camouflé aussi et surtout pour Ambros Martin, l'entraîneur de cette formation. D'un entraîneur à un autre, je crois qu'Emmanuel Mayonade est avec nous depuis Paris. Salut Manu. Salut. Comment tu vas? Le voyage pour Paris s'est-il bien passé? Ça va. On a fait le choix d'y partir en bus ce matin autour de 8h30. On est arrivé avec un tout petit peu de retard. N'empêche que je vous écoute quand même raconter de belles petites choses depuis 10 minutes, là, planqué derrière mon ordinateur. C'est vrai que après l'élimination contre FTC, tu avais hésité à peut-être regarder le Final Four. Est-ce que finalement tu as un peu regardé? Qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens le nouveau sacre de Vipers ou la finale de FTC? On en parlait. Est-ce que ça atténue un tout petit peu l'élimination pour toi? Alors, j'ai été incapable de regarder le Final Four en direct, et j'avais même pas le téléphone, et j'ai même pas suivi les résultats demi, finale, etc. Par contre, après, alors je sais pas si c'est de la conscience professionnelle ou si c'est juste de l'amour pour le handball. Ben, lundi et mardi, je me suis fait ma session de rattrapage avec les 4 matchs.
Voilà, j'ai adoré Vipers sur l'ensemble des deux matchs. J'ai trouvé ça très très fort, incroyable vraiment. J'ai aimé chacun des ballons qu'ils ont pu négocier sur l'ensemble de leurs deux matchs. Pour FTC, il n'y a pas plus ou moins de frustration. Je les imaginais pas forcément capables d'aller chercher Esberg, mais pas par rapport au niveau que je pense être celui d'FTC, mais surtout par rapport à ce que je prêtais comme qualité à Esberg, que j'imaginais, moi, aller effectivement assez loin dans la compète. Force est de constater qu'ils font une deuxième fois quatrième d'affilée. Donc, bon, voilà, pour mon petit week-end dernier. Évoquons cette finale de Coupe de France contre Paris 92. C'est la troisième fois que Metz Handball retrouve Paris 92 cette saison. Il y a eu la victoire d'Arien en championnat, 30-29. Il y a eu la grosse victoire à l'extérieur, 21-36. Forcément, c'est une autre compétition, c'est une finale. Mais à quel genre de match tu t'attends ce samedi ? Ce sera forcément un match compliqué à bien des égards. D'abord parce que ça reste une finale, le dernier match d'une saison pour tout le monde. La perspective pour un adversaire de devenir européen, ce qu'il n'est pas à l'heure actuelle. Nous, une volonté aussi de bien finir. Fêter les départs, ça veut rien dire parce que des départs, il y en a partout. Je veux dire, Laura Flip ne reste pas, Nyonciane ne reste pas. Donc, effectivement, les choses se valent d'un côté de l'autre. Un match serré aussi avec le Paris 92, comme on a quand même très, très souvent depuis un moment maintenant. C'est le dernier match avant les vacances. On sait l'importance de la Coupe de France et d'un nouveau trophée pour Metz Handball. Comment tu sens, tout simplement, les filles à la veille donc, de cette grande finale ? J'ai jamais eu beaucoup de nez, je crois, pour sentir tout le monde. Enfin, on s'entraîne assez souvent très très bien et avec les résultats qu'on se connaît. Parfois ça va bien, très bien. Parfois c'est la catastrophe. Et pour autant, dans la semaine avant FTC par exemple, il n'y avait pas dans l'entraînement, en tout cas, je le crois, ou alors j'y vois rien, mais de signes avant-coureurs par rapport à tout ça. Et là, on est sensiblement dans la même dynamique. On s'est très bien entraîné hier. On va faire une dernière séance aujourd'hui, mais bon, qui arrive en toute fin de journée, puisqu'on a eu le créneau de 19h et on a eu ce matin 4h 4h15 de bus. Donc voilà, on va aménager tout ça aussi, mais pour l'instant, voilà, je pense que tout le monde est concentré. Pas de petits bobos, notamment dans l'effectif. Louise Winter-Burgard, qui a repris l'entraînement collectif il y a plusieurs jours, pourrait jouer cette finale ? Louise sera dans le groupe, hein. C'est une évidence, enfin, sauf catastrophe sur l'entraînement à venir, mais pour l'instant, effectivement, elle est avec nous, oui. L'importance de gagner un deuxième trophée de suite pour toi, à titre personnel, pour clore cette très belle saison qui reste, quoi qu'il arrive, historique. L'idée effectivement, c'est pas pour moi, mais c'est pour nous. On a raté, je le crois, l'opportunité en quart de finale de la Ligue des Champions d'entrer un peu dans l'histoire du club un peu plus, parce que on aurait été cette équipe-là, la première à se qualifier 2 fois consécutivement pour un Final Four. Et je parle sous couvert des spécialistes qui vous accompagne sur le plateau, mais je n'ai pas souvenir que le club ait fait 2 fois 2 doublés consécutifs. Alors, je n'ai pas de certitude sur ce que j'annonce, mais je vais travailler. Je te confirme, ça n'a jamais existé dans l'histoire de Metz Handball. Bon, voilà, donc à notre petit niveau, c'est aussi pour nous peut-être une opportunité de faire quelque chose que les autres avant n'avaient jamais fait, puisque c'est ce que je répète souvent, quand on arrive ici, on récupère l'histoire. Et c'est souvent complexe de faire mieux. Là, quand on est invaincu toute la saison, ça a déjà été fait une fois, par exemple. C'est extraordinaire, et donc, effectivement, on en est là. Manu, pour terminer, une question de Mathieu qui va te poser. Alors Manu, il y a un facteur un peu particulier sur ce match, c'est peut-être le retour de Méline Necandie, qu'on a bien connu à Metz et qui a manqué la majeure partie de la saison. Comment est-ce que tu vois ça, peut-être te retrouver face à Méline Necandie pour la première fois, il me semble? Alors, d'abord, je confirme le retour de Méline, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Elle sera présente et a priori très très bien présente. Moi, mais de façon très très honnête, je suis juste super content que Méline puisse revenir, rejouer, etc. Ça tombe contre nous, ça tombe contre nous, peu importe. C'est à la limite un joli
clin d'œil au destin quand on sait que Mehdi n'a pas joué la finale de Coupe de France avec Metz la saison dernière. Donc c'est super pour elle. Et puis c'est pas la première fois que je jouerai contre Méline, puisqu'on a eu un quart de finale ensemble avec les Pays-Bas et l'équipe de France, mais en tout cas avec Metz, oui. Et honnêtement, comme tout le monde, je pense, dans le club, on est juste très très content que Méline aille bien et que Méline soit apte à jouer un match de handball, quoi. Merci beaucoup Manu, et bonne finale avant des vacances bien méritées. Merci à vous, merci, c'est gentil. À très vite. Messieurs, Paris 92, comme l'a dit Manu, a terminé la saison de façon catastrophique, puisque cette équipe a terminé, je crois, à la 7e position. Donc pas de Coupe d'Europe, a priori, sauf victoire ce samedi. À quel genre de match, comme je disais avec Manu, peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à un match vraiment tendu, comme le match à domicile aux arènes, ou alors vraiment peut-être Metz Handball en mode rouleau compresseur, comme lors du match à l'extérieur à Paris 92? Rémi? Il est compliqué de faire un pronostic. On ne sera pas face à une équipe qui n'a rien à gagner, puisque l'enjeu, il est quand même d'avoir un ticket européen. Il est aussi de ne pas faire de cette saison une sorte de gâchis, parce que quand on voit l'effectif de Paris 92, on s'attend beaucoup mieux. Alors certes, il y a la blessure de Méline Nocandi, c'est pas rien, c'est la joueuse majeure de cette équipe en début de saison. Mais pour l'équipe de Yacine Messaoudi, un trophée en Coupe de France gommerait un petit peu tout ça, offrirait de fait une qualification de Coupe d'Europe, et voilà. Il ne faut pas dire qu'un Metz Handball, ça s'engage un trophée en Coupe de France. C'est important pour l'histoire du club aussi. C'est vrai que quand on commence la saison, on dit qu'il faut tout gagner à Metz Handball. On pense forcément plus à un Final Four de Ligue des Champions et une victoire en championnat de France. Mais la Coupe de France, c'est pas anodin. Moi, je parle beaucoup dans l'histoire du club des souvenirs. Il y en a pas mal en Coupe de France. Pas à chaque fois, mais déjà le fait qu'à chaque fois cet événement à Bercy génère un déplacement en bus, ça crée toujours un souvenir pour les supporters. Moi, j'ai le souvenir d'un déplacement aussi à Coubertin face à Nîmes, une victoire au tir au but. Ça avait généré une sorte de souvenir parce que c'était le trophée de Jérémy Roussel dans une espèce de chaleur insoutenable dans ce gymnase-là. Il y a eu aussi, lorsque Manu Mayonade a pris cette équipe, un petit traumatisme. Une défaite face à Brest, qui était alors leader de D2, qui commençait à se construire et à devenir le rival que ça allait devenir les saisons suivantes. Et la claque qu'avait reçue Metz Handball dans une Brest Arena qui était surchauffée avait été très 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 difficile à encaisser. Et il y avait une énorme soufflante de Manu Mayonade et de Thierry Weisman à l'encontre des joueuses qui n'avaient pas été au rendez-vous ce jour-là. Donc la Coupe de France n'est pas une compétition à brader, et le rendez-vous, mine de rien, de demain est très important. On parlait avec Manu de doublés. Il y a eu des doublés dans l'histoire de Metz Handball. Championnat, Coupe de la Ligue, championnat et Coupe de France. Mais 2 années de suite, jamais Metz Handball a réussi le doublé championnat Coupe de France. Sandora qui était le spécialiste de faire ça. Oui. Il faisait le doublé Coupe Championnat, mais peut-être pas 2 années de suite. Et puis 2 années de suite, championnat Coupe de France surtout. Okay. Il y a eu la Coupe de la Ligue peut-être une fois, mais en tout cas la Coupe de France jamais. Thomas, l'importance de cette finale, c'est vrai que ça fait 2 semaines que Metz Handball n'a pas joué. Je crois que c'est le cas aussi pour Paris 92. Derrière, il y a les vacances, donc c'est vrai qu'il faut tout donner, mais c'est peut-être un petit peu particulier aussi comme match. Mais c'est une question qu'on s'est posée 10 fois cette saison. C'est-à-dire comment Metz Handball va redémarrer après avoir eu une semaine creuse, sans match. Et ça n'a pas toujours été simple, les reprises d'ailleurs. Le match contre championnat, il me semble aussi joué aux arènes que Metz remporte d'un but. Même s'il y avait eu un petit rapproché dans les dernières secondes. Mais j'ai aucun doute sur le fait que Metz sera dans le rythme demain. Et puis parce que c'est un match aussi qui peut d'un certain côté dépasser le simple enjeu sportif. Parce que c'est pour 9 joueuses, et dont certaines qui auront marqué l'histoire récente du club, l'occasion de dire au revoir. Pour moi, la vraie question, c'est surtout quelle sera l'adversité qu'affrontera Metz demain. J'ai pas de doute sur le fait que Metz sera au rendez-vous. En plus, Louise Winterburgert reviendra, l'équipe sera au complet. La question, c'est quel visage aura Paris. Paris a fini la saison, je vais pas dire en roue libre, mais les résultats ont vraiment été mauvais sur le dernier mois de compétition. C'est assez hallucinant que cette équipe-là termine 7e. Alors qu'on en parlait presque comme d'un rival en début de saison. Quel niveau aura Méline Nocandi également, parce qu'elle sera sans doute très motivée, mais est-ce qu'elle aura la capacité de jouer 60 minutes? L'interrogation, elle porte, enfin 60 minutes non, mais l'interrogation, je pense qu'elle porte surtout sur ça. Et Metz sera à 100%. Est-ce que Paris sera capable d'être à 100%? C'est la question.
Mathieu, c'est vrai, on va continuer à parler de Melinda Candy. Elle a clairement pas 60 minutes dans les jambes. Elle sera clairement pas à 100%, même si elle voudra forcément bien faire. Mais est-ce qu'elle peut quand même métamorphoser son équipe et ses partenaires? Ses partenaires vont sentir qu'il y a Melinda Candy, une joueuse exceptionnelle. Ça peut quand même changer quelque chose dans l'approche de la rencontre, déjà. C'est peut-être en ça qu'on va voir un Paris 92 un petit peu différent. C'est une équipe qui a fini un petit peu cramée, qui a dû tirer sur la corde en l'absence d'une joueuse qui devait être majeure pendant toute la saison, qu'il a eu 2 semaines un peu plus de récupération, mais aussi de préparation et d'entraînement en vue de ce match-là. Mais Nnokandi, elle sait transcender ses coéquipières, mais Nnokandi, elle va emmener tout le monde avec elle. Elle va arriver avec une rage de réussir. Elle a pas aimé être supportrice dans les tribunes pendant toute la saison. C'est pas du tout comme ça qu'elle voit le handball. Et je pense effectivement qu'elle va essayer de donner une énergie et il sera hors de question de laisser passer cette finale dans les premières minutes. Elles vont essayer de rester le plus possible au contact de Metz Handball, peut-être même de mener la danse pour mettre un petit peu de doute. Donc effectivement, c'est une joueuse qui peut vraiment changer la donne. On l'a vu pendant suffisamment de saisons à Metz pour savoir qu'elle est capable de le faire. Maintenant, à voir dans quelle mesure son physique sera au niveau, mais je pense qu'elle a fait le nécessaire pour revenir le mieux possible. On va continuer, messieurs, à parler de Paris 92 tout de suite dans la deuxième mi-temps. Alors vous le savez peut-être, le club parisien a décidé de ne pas libérer ses joueuses internationales pour le stage de cet été. Adja Ouattara, Méline Nnokandi, Déborah Lassource et Koura Kanouté. Un cas qui pourrait forcément faire jurisprudence. Surtout pourquoi Paris 92 alors que par exemple Metz Handball a décidé que ses joueuses internationales pouvaient logiquement, à 1 an des Jeux Olympiques, préparer ce grand événement. Je présume que Rémi, toi, ça te fait un petit peu enrager. C'est très complexe parce que sur le cas Méline Nnokandi, je peux comprendre. Elle revient après 1 an, quasiment une saison blanche pour elle. Elle va revenir là sur ce match contre Metz Handball et je comprends que le club de Paris hésite un petit peu. Je comprends aussi que parmi les arguments qui sont avancés, il y a un manque de dialogue avec les médecins de l'équipe de France. Voilà, moi je suis pas dans le téléphone et dans l'échange de mails de ces personnes, mais s'il y a un problème, en tout cas, il faut le régler. Par contre, ce que je sais, c'est que le handball féminin de club en France ne peut pas fonctionner sans une équipe de France forte. Faut pas se raconter d'histoire. Le championnat de France, la Coupe de France, n'intéresse très peu les médias nationaux. Mais quand l'équipe de France est championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, on raconte des histoires autour des joueuses de ces équipes-là. On raconte plein d'histoires autour de Méline Nnokandi, plein d'histoires autour de Laura Philippe, qui va quitter Paris 92, mais qui était une joueuse forte de l'équipe de France et de cette équipe-là. Et donc, je pense que les clubs, et Metz Handball l'a quasiment toujours fait, même s'il y a des fois eu des petites tensions, et c'est normal, sur des joueuses qui ont des bobos, voilà, mais il faut qu'il y ait... Et moi j'ai envie qu'il y ait une autre donnée qui soit prise en compte, c'est une confiance absolue en Olivier Krumbolz. Lui aussi, il veut le bien du handball français et des clubs. On n'est pas en train de dire qu'il y aura en juillet un tournoi international avec 5 matchs contre la Norvège. J'ai l'impression qu'on est plus sur une semaine de cohésion, de préparation par rapport à un objectif qui a lieu 1 fois par siècle des Jeux Olympiques en France. Donc je pense que tout ce phénomène dépasse un petit peu le seul intérêt de Paris 92, voire même l'intérêt de Paris 92 est que cette équipe de France performe avec des joueuses de ce collectif-là. Donc moi, voilà, j'enrage un petit peu parce que j'aurais envie que tout le monde tire dans le même sens là-dessus. Je pense que Olivier Krumbolz, il a conscience que les joueuses sortent d'une saison éreintante, encore plus pour les joueuses de Metz Handball. Il a conscience que ces joueuses-là ne vont pas être à 100% physiquement pour un stage commando au début juillet. Et je pense que s'il fait ça, c'est qu'il a l'idée de les mettre au top, de faire une cohésion de groupe au top pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je trouve que l'intérêt de Paris, comme de tous les clubs français, ce serait que cette équipe de France performe. Thomas, est-ce que tu es d'accord avec Rémi, en sachant qu'on connaît tous Olivier Krumbolz? Stage de cohésion, ok, mais on sait très bien qu'il est très exigeant avec ses joueuses. Les entraînements, à mon avis, ça sera pas simplement 1, 2, 3 soleils. Ça devrait donc envoyer du lourd. Et surtout, il y a 3 semaines simplement de vacances. C'est vrai, après une telle saison, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que toi, tu comprends, par exemple, la décision de Paris 92? J'ai du mal à la comprendre parce qu'en plus, on parle pas de n'importe quel club de ligue féminine. On parle d'un club qui est ambitieux, qui semble désireux de se donner les moyens. Si Paris 92 veut viser la Ligue des Champions, leur calendrier va être encore plus chargé. Et puis c'est pas la semaine dans les Landes et le stage dans le nord de la Norvège.
On le sait, je crois, depuis la rentrée dernière. Ils ont été calés depuis le mois de septembre. Le nœud du problème, visiblement, c'est les relations entre les staffs médicaux, entre sélection et club. Mais là où ça m'interroge, c'est que tout ça reste encore un petit monde. Tout le monde se connaît au sein de la fédération, au sein de la ligue. Donc, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas vraiment plus de liens entre les staffs médicaux, la nécessité effectivement de prendre soin de la santé des joueuses, parce que c'est une vraie question. Il y a certaines internationales qui finalement qui ont 40 matchs cette saison derrière elles et qui ne vont avoir que 3 semaines, grosso modo, pour pouvoir se reposer. J'ai du mal à croire, voilà, que il n'y a pas plus de liens entre les staffs médicaux de la fédération et les staffs médicaux des clubs. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre que ça vienne de la part de Paris 92, qui est un club, je le répète, ambitieux. Et si Paris 92 veut aussi grandir dans la hiérarchie des clubs français, jouer à terme, pourquoi pas la Ligue des Champions, cette question de la densification du calendrier, c'est une question que ce club-là va devoir anticiper si ce n'est déjà fait. C'est vrai qu'on peut craindre quand même pour les joueuses. Je pense spontanément à Sarah Bouktit, qui a quasiment 50 matchs dans la saison, entre les matchs de Metz Handball et la sélection en équipe de France, qui joue quasiment 60 minutes par match. 3 semaines de vacances, reprendre aussitôt, puis après enchaîner avec une préparation lourde avec Metz Handball. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Mais encore une fois, pourquoi Paris 92 ? Metz Handball, lui, accepte de libérer ses joueuses. Et encore une fois, j'ai employé le mot de jurisprudence. Après, c'est vrai que c'est surtout ça. C'est porte ouverte à beaucoup de choses. Oui, après, c'est aussi peut-être, il faut faire la préparation dont on a besoin pour faire des bons résultats. Rémi l'a dit, on a besoin d'une équipe de France qui réussit des grandes compétitions. Et aujourd'hui, Olivier Crumbles l'a dit à qui voulait l'entendre, l'équipe est en retard dans sa préparation. Offensivement, défensivement, il y a des lacunes, il y a encore des choses à combler, il y a des joueuses à tester, il y a des choses à préparer. Et je pense que tout le handball français a envie d'avoir un bon résultat aux Jeux Olympiques de Paris. C'est une évidence absolue. Donc il faut peut-être aussi penser aux moyens qu'on se donne de ce côté-là. Après, ce qui a peut-être ouvert la porte des difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui, c'est la non-sélection de certaines joueuses sur ce stage-là, justement. Il y a des joueuses qui seront des cadres de Paris 2024 qui n'étaient pas sur la liste présentée par Olivier Crumbles pour ce stage. Et forcément, ça a pu créer déjà un petit appel d'air, on va dire, de dire pourquoi est-ce qu'on mettrait ces joueuses-là au repos et pas telle ou telle joueuse qui revient de blessure ou qui a eu une saison compliquée, etc. Après, tu parles notamment de Grace Zadi ou de Estelle Nzeminko. Ça fait aucun doute qu'elles seront dans le groupe pour les Jeux Olympiques. Je vois pas comment on pourrait se passer de ces joueuses-là. Elles font pas partie du stage. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait un appel d'air et qui propose à ce club-là de faire une action telle que celle-ci. Mais encore une fois, on n'est pas dans le football, on n'est pas en pleine saison non plus. Elles vont pas, si elles vont pas à ce stage, elles vont être en vacances. C'est pas un enjeu particulier pour le club. Moi, je pense qu'elles ont tout intérêt à faire cette préparation. Je pense qu'une joueuse gagne à être en équipe de France, à être dans l'environnement France pour progresser. Et Paris a peut-être tout à y gagner, à laisser ses joueuses aller se préparer du mieux possible. Tu voulais rajouter, Rémi ? Non, mais je voulais rebondir. Ce que dit Thomas est très juste. Quand tu as l'ambition de devenir un grand club européen, ce qu'est en train de faire Paris 92, parce que quand tu recrutes nos Candy, Laura Flip, quand tu construis un bel effectif, c'est l'objectif. Tu ne peux pas te plaindre des contraintes internationales. C'est comme, je prends l'exemple du Stade Toulousain en rugby, qui peut pas chouiner parce qu'il y a des matchs doublons et que tous ces joueurs évoluent en équipe de France. Ils prennent des joueurs internationaux dans le but de devenir le meilleur club d'Europe. Donc à un moment donné, tu dois accepter les règles. Ce stage, il tombe pas. Crumbles n'a pas appelé hier le président de Paris 92 en disant on organise un stage demain, liberté joueuse. Il est écrit depuis longtemps que ce stage doit avoir lieu. Voilà. Donc ces contraintes, elles sont là. Et encore une fois, l'argument principal pour moi, Olivier Crumbles n'est pas un irresponsable. Voilà. Je pense pas je pense qu'il va là-bas pour régler des choses, pour créer une cohésion de groupe, pour faire de gros ajustements tactiques même, mais surtout pas pour handicaper le handball français. On peut lui faire confiance, Olivier Crumbles, qui a quand même surligné, je pense, ce grand rendez-vous, le grand rendez-vous de sa carrière, le dernier, puisqu'il mettra un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout cas, le retrait des joueuses parisiennes a des conséquences, puisque parmi les joueuses rappelées en équipe de France, il y a également Emma Jacques, qui n'était pas prévue, ainsi qu'Oriane Ondono et Clarisse Méraud. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois d'être venus sur ce plateau. Je vous rappelle, la semaine prochaine, nous recevrons, j'espère, Thierry Weisman, le président de Metz Handball. Pour l'occasion, Moselle TV ouvre ses portes et vous pourrez donc assister à l'émission en public. C'est très simple, il vous suffira d'envoyer un mail à concours@moselle.tv d'ici, je crois, lundi soir. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien et évidemment, bye bye.
FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons.